Des montagnes couvertes de maquis qui se précipitent vers la mer. Un horizon azur baigné de soleil. Des villages qui ont traversé les âges. La photo de la Corse serait incomplète sans cette convivialité qui se vit autour de la table et se célèbre avec du vin. Un bon vin qui reflète un terroir, mais aussi une aventure humaine. Nous sommes des paysans vignerons militants, parce qu'on n'y croyait pas. Nos parents nous avaient tout fait pour nous dégoûter de ce métier. Il se trouve qu'on avait un peu de caractère, et quand on veut nous imposer quelque chose, on fait plutôt le contraire. Du coup, nous avons protégé aussi cet environnement, cette nature. Quand on a la chance d'habiter dans des paysages calcaires comme les nôtres, ce sont des cadeaux de la nature. Ce vignoble est d'autant plus précieux qu'il a bien failli disparaître. Fruit de l'histoire de l'île, il se trouve au cœur des échanges commerciaux et des luttes d'influence entre les grandes puissances maritimes pendant des siècles. L'histoire du vignoble corse commence il y a 2500 ans sur la côte orientale de l'île. Le long de la mer Tyrrhénienne s'étend la plus grande plaine de Corse. Sur ces terres fertilisées par les alluvions du fleuve Tavignano, s'est fondée la cité d'Aléria au VIe siècle avant notre ère. Ses ruines sont encore visibles non loin du village du même nom. Elle devient dans l'Antiquité la première métropole de l'île. Une cité cosmopolite où s'installent des marchands grecs, des Étrusques originaires d'Italie centrale, puis des Romains. Issus de civilisations raffinées, grandes amatrices de vin, ils apportent avec eux leur savoir-faire agronomique. Nous avons mis à jour très récemment l'équivalent de sillon viticole, qui nous indique que nous avions, durant l'Antiquité, une viticulture de proximité avec cette cité. À proximité de ces sillons viticoles, nous avons également découvert l'équivalent de fouloir lithique, donc en pierre, qui indique que le traitement de la vigne et le traitement du vin, la vinification dans son ensemble, était disponible sur le terrain. Le site archéologique conserve les traces d'une petite cité agencée selon l'architecture antique, avec un forum central autrefois bordé de commerces et les vestiges d'un arc monumental ouvert sur des bains thermaux et 2 temples d'envergure. Nous avons évidemment découvert des amphores, à la fois à l'intérieur de nombreuses épaves de proximité, mais les historiens antiques nous parlent également aussi de commerce rayonnant, de commerce florissant sur la cité d'Aléria, avec les civilisations de l'extérieur, l'Étrurie ou alors peut-être la Campanie, le nord de l'Italie. Ces premiers colons initient la Corse à la culture du vin et des plaisirs de la table. À proximité du site archéologique, le fort de Matra, construit par les Génois au XIVe siècle, abrite un musée. Les objets exposés ici et découverts lors de fouilles près du site témoignent des usages de l'époque. Consommé à la mode antique, le vin est agrémenté d'épices, mélangé à de l'eau dans des cratères, avant d'être offert aux convives dans de curieux vases à boire en forme de têtes d'animaux. On boit le vin au cours du symposium, qui est un banquet extrêmement codifié. C'est un banquet avec, en ouverture de cérémonie, ce que l'on appelle des libations, c'est-à-dire des offrandes au dieu du vin. Mais sur la plupart des cratères à Aléria, nous observons tout un tas de fresques en rapport avec le banquet dédié à Bacchus Dionysos. C'est le dieu du vin, c'est le dieu de la vie, c'est le dieu de l'ivresse. On invoque le dieu, on invoque les plaisirs de boire, mais on invoque aussi l'ivresse, la folie. À la chute de l'Empire romain, au 5e siècle après Jésus-Christ, les envahisseurs barbares venus du nord de l'Europe déferlent sur la Corse.
Peu amateurs de vin, ils détruisent Aléria et laissent son vignoble à l'abandon pendant des siècles. La progression de la vigne en Corse ne reprend qu'après la fin des invasions, mais cette fois dans le nord de l'île. Sur les coteaux escarpés du Cap Corse, les vignes dégringolent jusqu'à la mer. Au 8e siècle, Charlemagne fait don de la Corse au Vatican. 200 ans plus tard, le pape Urbain II confie la gestion de l'île à la République de Pise, qui vient de chasser les envahisseurs sarrasins. L'église pisane et ses moines prennent alors en charge le développement agricole et viticole de la Corse. Les textes les plus importants, on les a à partir du Moyen-Âge, et notamment du 10e, 11e, 12e siècle. On a l'attestation de vignes très importantes dans le Cap Corse. Le Cap Corse fait partie de la Corse schisteuse, donc on a ce schiste qui est omniprésent. Les textes déjà nous disent que ce terrain pierreux, aride, sec, est quelque part une qualité pour le vin. On a également des pentes vers la mer qui fait qu'on a un peu moins d'humidité, la proximité de l'air salin de la mer. Tout ça, ce sont des éléments qui permettent je dirais, de favoriser un vignoble qui est de bonne qualité. Les hameaux sont bâtis en hauteur pour échapper à l'insécurité parce que le littoral était parfois, en raison des invasions et des incursions, notamment des pirates barbaresques, était dangereux. Mais par contre, le vignoble, lui, est planté déjà dès le bord de mer, en montant jusqu'au village. Et donc, le vin est pressé sur place et consommé très jeune. On le presse, on le met en tonneau et ensuite, il est exporté très rapidement. En 1284, au large des côtes corses, Pise perd la bataille contre sa grande rivale, la République de Gênes, et lui cède le contrôle de l'île. Une domination qui va durer 5 siècles. La cité génoise, qui a peu de ressources naturelles, intensifie l'exploitation agricole de la Corse et les échanges commerciaux avec sa colonie. Durant cette période, les vins de Corse étendent leur renommée en Europe. Au XVIe siècle, le géographe italien Ignazio Danti, qui cartographie l'île, déclare « La Corse a reçu 4 dons majeurs de la nature, dont ces vins, que les princes tiennent en l'estime la plus haute. » À partir des petites marines et des ports qui parsèment le pourtour du Cap Corse, le commerce du vin s'organise. Erbalunga, ravissant petit village avec ses vieilles maisons bâties à fleur d'eau et sa tour génoise en ruine, est idéalement situé sur la côte est du Cap, face à l'Italie. À bord de petites embarcations, les vignerons capcorsains chargent leurs tonneaux de vin avant de prendre la mer. On a affaire, dans la majorité des cas, à des viticulteurs qui sont aussi navigateurs. C'est-à-dire qu'ils chargent, ils exportent leur propre vin et ils l'exportent vers les grandes villes et les grands ports du continent italien. Donc Gênes, Pise, Livourne, Rome, où il est très apprécié par les cardinaux et au Vatican. Et là, les Capcorsains vont rencontrer des marchands hollandais, des marchands anglais, et on va faire donc du business avec ces gens-là. Et donc le vin du Cap Corse était transféré depuis les petites embarcations corses sur des navires de plus grand tonnage à destination de Londres, à destination de Rotterdam. Les Capcorsains se trouvaient finalement à parler anglais et hollandais dans les ports d'Italie. À la fin du XIXe siècle, l'âge d'or du vignoble corse prend fin avec l'arrivée du phylloxéra, un parasite qui ravage les 3/4 de ses vignes. Il faut attendre les années 60 pour que la viticulture reparte à plein régime en plaine orientale, là où elle est née quelques 2500 ans plus tôt. Cette fois, il s'agit d'une production de masse et de médiocre qualité obtenue avec des cépages importés du continent. Concurrencée, la viticulture traditionnelle s'effondre. C'est à Patrimonio que va s'écrire une nouvelle page de l'histoire des vins corses.
Dans un magnifique écrin surnommé la Conca d'Oro, entouré de collines calcaires et ouvert sur le golfe de Saint-Florent, le vignoble de Patrimonio s'égrène en petites parcelles sur 500 hectares sous les auspices bienveillants de Saint Martin, le patron des récoltes. Selon la légende, le saint serait passé dans la région au IVe siècle. Devant la beauté des lieux, il se serait exclamé « Ceci sera mon patrimoine », donnant ainsi au village son nom de baptême. Dans les années 80, les vignerons se mobilisent pour se réapproprier leur héritage. Ils arrachent les vignes existantes et replantent leur domaine avec des cépages autochtones qu'ils sont allés recueillir sur toute l'île et ont minutieusement répertoriés. Alors là, nous sommes sur le fameux cépage Bianco Gentile qui a été retrouvé dans le cadre de l'expérimentation en Corse à partir des années 80-90. C'est un vieux cépage endémique de l'île et ça a été une des plantations qui a été faite dans les années 2000, celle-ci. Nos anciens avaient déjà fait des sélections de cépages. Et ils avaient adapté le cépage au terroir. Et on allait de vallée en vallée, de village en village, récolter ces cépages-là. Ensuite, et on savait si c'était des cépages endémiques ou si c'était des cépages qui avaient des synonymes sur d'autres régions de France. Voilà. Et à partir de là, on a recréé un potentiel ampélographique qui a été mis ensuite à la disposition des vignerons. C'est comme un peintre à qui on donne des différentes peintures et lui, il fait son aquarelle. 40 ans plus tard, le vignoble corse a réussi à se relever et à retrouver son identité, contribuant au passage à revitaliser la vie dans les campagnes. Mais la plus grande fierté de ces vignerons est d'avoir assuré la relève. On s'aperçoit qu'on n'a pas travaillé pour rien. C'est la nouvelle génération qui arrive. Aujourd'hui, on a donné envie à des jeunes d'être vignerons, d'endosser ce métier-là. Cette passion, c'est plus qu'un métier, c'est une passion, c'est un art de vivre, c'est une façon d'exister. Il y a de la fraîcheur. Dans les vins de patrimoine, il y a de la fraîcheur. C'est le terroir, c'est la façon, le respect du terroir. Allez, les jeunes avec les anciens. Et tous, hein. Tante Dans le centre de la Corse, résonne l'écho de chants âpres et rugueux venus du fond des âges. La padiella est le plus connu de l'île. Interprété a cappella et en polyphonie, ce chant originaire de la région porté par des voix d'hommes fait la part belle à l'émotion et à la communion qu'elle exprime bien au-delà des mots. C'est quand même le chant de nos ancêtres qui nous ont légué tout ça. C'est aussi mon village, c'est aussi la Corse, c'est pas que les cartes postales, c'est aussi des chants rudes, parce que la vie était rude à l'époque. Ces chants racontent le quotidien dans les villages de cette région, la plus peuplée de l'île jusqu'au début du XXe siècle. Une vie de labeur pour les bergers et les cultivateurs de ces montagnes, où l'identité corse s'est forgée. Ces chants racontent aussi les bouleversements de l'île. En se détournant de leur montagne, ils ont bien failli sonner le glas de la padiella avant qu'un sursaut identitaire ne leur donne un second souffle. Au pied du mont San Petrone, Morosalia est un petit village de Castaniche, dont le nom évoque les forêts de châtaigniers plantées au XVe siècle sous la domination génoise. Elles ont nourri ces populations rurales et assuré leur survie pendant des siècles. C'est ici que naît le père de la nation corse,
Pascal Paoli en 1725, faisant de la Castaniche le berceau du patriotisme insulaire. On commémore encore chaque année celui qui mena la guerre d'indépendance contre l'occupant génois et dota l'île de la première constitution démocratique de l'époque moderne. On y chante à cette occasion l'hymne de la Corse, en padiella. Nous sommes fiers, bien évidemment, de pouvoir interpréter nos chants, parce que c'est dans ces moments-là qu'on se sent vraiment de cette terre. On fait partie intégrante de tout ce qui s'est passé et de faire en sorte que ça puisse encore se passer. Ces chants ne se contentent pas d'accompagner les moments festifs et les veillées de village. Au XIIIe siècle, sous l'impulsion des franciscains qui évangélisent la Corse et introduisent leurs chants grégoriens, ils acquièrent une dimension sacrée. La padiella s'invite dans les églises. Interprétée depuis en latin, elle accompagne toujours dans la région les messes des vivants et des morts. La padiella, qui est un de nos chants les plus anciens, qui nous représente le plus, ils ont été adaptés à la messe romaine. On le fait par passion, on le fait par prière, on le fait parce qu'on prie et parce qu'on aide aussi les gens à prier. Et ça fait partie de notre culture chrétienne profonde. Si la padiella appartient à l'antique tradition des polyphonies méditerranéennes, elle comporte des particularités qui la rendent unique en son genre. Sa structure mélodique s'apparente à celle des chants du Proche-Orient et elle associe 3 tessitures de voix différentes qui interviennent dans un ordre précis. C'est un chant à 3 voix. Padilla, ça veut dire padio, c'est une paire de 8 syllabes. Donc il y a une voix principale qui est appuyée par une basse et avec une terce, une 3e voix qui vient embellir le chant. Dans chaque village, les gens avaient une manière de la chanter, même dans chaque famille, des fois, ça changeait. Une padilla, ce n'est pas des notes qui sont écrites. Si demain on met ça en musique, ce n'est plus la padilla, c'est un chant qui est très profond, qui vient de notre âme. Et il n'est pas évident à tout le monde de pouvoir l'interpréter. Dans les villages, la polyphonie n'est pas le seul mode d'expression. Les chants de travail, les berceuses, les complaintes ou les sérénades accompagnent aussi l'existence des bergers illettrés qui peuplent ces montagnes depuis le haut Moyen-Âge. On est dans une société de transmission orale. La seule façon efficace de transmettre les savoir-faire, le savoir-être, c'est de passer par le chant. La fonction du chant traditionnel est particulière parce qu'elle est liée à tous les actes de la vie de l'individu, de la naissance jusqu'à la mort, mais en même temps aussi à tous les grands moments de l'année calendaire, aux fêtes, à la moisson, au moment où on récolte le blé. Et donc il marque, dans une espèce de rituel social, il marque les moments importants. Dans ces montagnes où les populations vivent en autarcie, il est nécessaire de bien s'entendre et les chants y contribuent. On chante également pour défaire un petit peu les nœuds qui se créent entre les gens dans la société. On ne peut pas interpeller quelqu'un sur la place publique en lui disant « tu as fait ça », c'est impensable dans la société traditionnelle. Donc la seule façon, c'est d'attendre l'occasion d'un chant et de dire les choses qu'on a à dire.
Au XXe siècle, les guerres successives et l'exode rural vident les villages et précipitent le déclin de la société agro-pastorale et des chants qui la célébraient. Fragilisés par leur mode de transmission orale, ils auraient disparu sans le sursaut d'une poignée d'irréductibles. Leur renaissance commence à Sermano, un petit village du Bosio. Une micro-région austère et sauvage, voisine de la Castaniche. Dans les années d'après-guerre, la Corse se veut moderne, à l'image de la France continentale. Elle souhaite enterrer son passé rural et sa langue. La mode est au ritournelle de Tino Rossi, plus qu'au chant de berger. Vu par les gens de la ville, c'est vrai qu'on était des paysans ou des ringards, voilà. Pour les gens, c'était ça. C'était un chant de vieux et d'ivrogne, voilà. Parce que ça se chantait souvent, c'est vrai, pendant des veillées ou dans les bars ou le jour de la fête du village. Alors que c'est une image complètement fausse. Ce qui a fait que la jeune génération a plutôt fui ce genre de truc, ils préféraient des choses plus modernes. Et puis, on a commencé à avoir d'autres formes musicales, d'autres chanteurs. Donc, du coup, les préférences n'étaient pas celles du chant ringard. Petru Guelfucci fonde avec d'autres le groupe Canta ou Populu Corsu, le peuple corse chante, qui devient la bande-son d'un mouvement surnommé le Riaquistu. Cette reconquête de la culture et de l'identité corse secoue l'île dans les années 70. C'est en vadrouillant dans tous les villages qu'on chantait. Et c'est comme ça que nous avons montré qu'on avait autre chose que les roucoulades. On avait notre patrimoine, nos racines qui étaient là. Donc il y avait des gens de droite, de gauche, toutes les sensibilités qui venaient aux soirées, qui achetaient les disques. Donc ça veut dire que ça les avait touchés là, au cœur. Ça a permis, je dirais, une mosaïque de choses différentes qui touchaient à la culture. Je dis bien, théâtre, écriture. C'était pas simplement l'effet d'un petit groupe, c'était à un moment donné une conscience, je dirais, nationale pour la Corse. À la fin des années 80, les polyphonies corses intègrent le courant de la world music. La Padiella s'invite sur les scènes internationales et s'offre en spectacle devant 2 milliards de personnes lors de l'inauguration des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992. Sur l'île, elle a trouvé un nouvel écrin depuis le début des années 2000. Une salle de concert dédiée. Ce n'est pas un hasard si elle se situe à Pigna, en Balagne. Perchées face à la mer, les maisons blondes au volet azur du village de Pigna dominent la vallée de la Nervia. Depuis les années 60, ce village a décidé de mettre les arts traditionnels au cœur de la vie locale. Y réside à l'année une communauté d'artisans, un sculpteur, des peintres et un luthier qui fait renaître les instruments de musique traditionnels. Au centre du village se trouve un auditorium original construit en terre crue et dont l'acoustique a été étudiée pour restituer toute l'authenticité et la beauté du chant traditionnel. Souvent, la padiella, quand on chante dehors, c'est plus difficile. On chante au bar ou dans une salle, suivant les acoustiques, il faut qu'il y ait vraiment de la proximité. Puisque là, on a une salle justement qui est suffisamment réverbérante et suffisamment neutre pour qu'il y ait quelque chose en plus. Le fait qu'elle soit en terre, on est ancré on a l'impression d'être un arbre qui fleurit pratiquement, et qui prend racine dans cette terre. La padiella, avant tout, c'est une forme d'art. Donc ce que l'on fait ici, c'est justement la sublimer quelque part, lui donner en quelque sorte des lettres de noblesse.
Des montagnes de Castaniche aux collines de Balagne, l'antique chant de berger a réussi à tracer son chemin jusqu'à nos jours. Les insulaires réconciliés avec leurs racines en sont fiers aujourd'hui et en font l'emblème d'une certaine façon de se vivre corse.